Jospin. Ministre. Ça, ouais. Alors, bon, v'là Barnier. Souvenez-vous bien de ce visage. Dans 2 ou 3 ans, vous avez oublié que ce gars a été Premier ministre. Donc imprimez-le bien. Parce que moi, je pourrais plus le mettre sur des miniatures pour faire cliquer les gens. C'est sûr qu'il sera fini. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, merci d'abord à toutes celles et tous ceux qui viennent de m'accueillir à cette tribune. Et fait penser à Cersei, vraiment. Je le dis à chacune et Cersei chacun avant la chute. des députés qui viennent de se lever. Et je le dis aussi au nom des membres du gouvernement qui sont presque tous ici, que je suis très touché par votre attitude et votre accueil. Moi j'ai trouvé ça dur, hein. J'aimerais pas être à sa place là cet après-midi. Hein. Après j'aimerais bien voir son patrimoine et tout, hein, mais nous sommes là cette journée-là, rendus les uns et les autres, mesdames et messieurs les députés, à un moment de vérité et un moment de responsabilité. J'entendais tout à l'heure le Premier ministre Gabriel Attal, que je remercie de sa confiance, exprimer le vœu de, disiez-vous, moins de bruit et plus d'action. C'est compliqué ici, hein. En tout cas, moins de bruit sans doute, plus d'écoute et plus de respect. Ça se voit qu'ils n'ont vraiment pas la culture du débat. Exprimé en vous écoutant. Et qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude d'être un peu secoués aussi. Même constance. Il y a 2 jours, j'ai donc engagé la responsabilité de mon gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai pris, mesdames et messieurs les députés, cette décision après avoir fait preuve d'écoute, de respect, en effet, de dialogue, ce qui a conduit le gouvernement à améliorer quasiment chaque jour son texte, et je reconnais qu'il n'était pas parfait, bon, moi je mange pas tout bien fait au départ, à améliorer ce texte sur plusieurs points importants, comme les retraites, les allègements de charges, le remboursement des médicaments, et sans parler d'autres points qui se trouvent, la taxe sur l'électricité, dans le projet de loi de finances qui vous est soumis par ailleurs. C'est d'ailleurs dans le même esprit de travail patient qu'a été conduit le travail sur la loi de fin de gestion 2024 et qui a été adoptée tout à l'heure par votre Assemblée. J'en remercie chacun des députés qui l'ont voté, comme j'en remercie le Sénat. Mesdames et Messieurs les députés, cette méthode a, me semble-t-il, porté ses fruits après de très nombreuses heures de travail parlementaire. Le PLFSS a fait l'objet d'un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire, ce qui est... Ils savaient peut-être, mais après, dans ces moments-là, tu es tellement entouré de gens qui te disent que tu vas y arriver, tu finis par y croire. Et je veux dire simplement à Stella Dupont, qui vient de s'exprimer, que je remercie, qu'il n'y a pas eu de contournement, franchement, de l'Assemblée par le Sénat, ou réciproquement. Nous avons travaillé avec les 2 chambres et avec la même attention. Du coup, il est resté sans pisser, là. Messieurs les députés, ce texte a ainsi amélioré et répond à l'urgence de réduire notre dette budgétaire. En regardant en face la réalité de nos comptes publics,
3 Moi, j'ai même pas 228 tenu, hein. milliards d'euros de dette, 60 milliards, Oui, il doit avoir ne une couche, m'obligez t'as pas à raison. revenir trop en arrière. Hein. « 60 milliards d'intérêts, voilà ce que les Français, que nous allons devoir payer chaque année. 60 milliards d'intérêts, c'est davantage que le budget de notre défense ou de notre enseignement supérieur, et sans doute encore davantage demain si nous ne faisions rien. » Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, voilà la réalité. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est la réalité. J'ai essayé de l'affronter, l'ensemble du gouvernement que je remercie, en vous présentant des textes financiers difficiles. Ce n'est pas par plaisir que j'ai présenté quasiment que des mesures difficiles dans ce budget. J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Cette réalité, elle reste là. Et écoutez-moi bien, comme de droite, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Quand on a voulu redistribuer un peu, il a commencé à péter le rythme. Écoutez-moi bien et souvenez-vous, dans quelque temps, cette réalité-là, elle se rappellera à tout gouvernement quel qu'il soit. Et Madame Le Pen, elle se rappellera à tout gouvernement quel qu'il soit parce qu'il s'agit de notre souveraineté. Sans doute dois-je dire ici que quand je vois vos propositions aujourd'hui, hier, nous n'avons pas la même idée de la souveraineté, ni du patriotisme. J'ai entendu parler tout à l'heure d'austérité. Qui peut croire que le budget qui est présenté est un budget d'austérité alors que les dépenses de la sécurité sociale sont en augmentation de 2,7%? J'entends ceux qui voudraient faire plus ou différemment, mais comment nous reprocher de prendre enfin des mesures pour alléger le fardeau financier qui pèse et qui va peser sur nos enfants, sur le dos desquels nous tirons des chèques en bois ou en blanc? J'entends dire que c'est un budget par défaut, mais comment ne pas voir que ce budget traduit au contraire des choix affirmés pour répondre autant que nous le pouvons, aussi bien que nous le pouvons, aux attentes des Français que vous représentez, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il s'agisse des Français de l'Hexagone, des Outre-mer ou des Français, 3 millions d'entre eux, qui vivent à l'étranger. Avec ce budget, nous soutenons les agriculteurs à travers la réforme attendue du mode de calcul de leur retraite et des dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Avec ce budget, nous améliorons l'accès des patients à la santé, par exemple en augmentant les effectifs en soins critiques, en réanimation, en néonatologie. Nous facilitons l'accès aux soins palliatifs, dont le renforcement est nécessaire, indépendamment du débat qui a été engagé sur la fin de vie. Avec ce budget, nous faisons de la santé mentale une grande cause nationale pour 2025 et c'est une priorité qui devra durer au-delà j'arrive pour les moments où ça devient drôle. De l'année 2025. Nous améliorons concrètement la prise en charge des femmes victimes de violences. Nous renforçons l'attractivité des métiers de l'hôpital en rémunérant mieux les professionnels, notamment les internes et les médecins, ainsi que les astreintes et en réformant le métier d'infirmier. Nous améliorons le financement de l'autonomie à travers un fonds exceptionnel de 100 millions d'euros pour les EHPAD, un soutien de 200 millions d'euros aux départements pour l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Et enfin, nous nous donnons les moyens de mieux lutter contre la fraude, notamment à travers la sécurisation de la carte vitale et la simplification des échanges de données entre l'assurance maladie et les complémentaires. Voilà quelques exemples. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce sont les avancées de ce projet de loi. Nous l'avions préparé en 15 jours. Et je redis une dernière fois sans doute que jamais un gouvernement depuis 1958 n'avait eu seulement 15 jours cette contrainte pour préparer un budget. Il n'était donc pas parfait, je l'ai moi-même dit,
et il a été sérieusement amélioré par beaucoup de faute à Macron, amendements, souvent attendre 2 mois avant de nommer un gouvernement. Et le résultat qui a fait l'objet de cet accord en rappelle, commission mixte paritaire permet de trouver un équilibre entre 4 éléments essentiels, d'ailleurs, que Laurent Marcangeli a souligné tout à l'heure. L'amélioration de l'efficacité de notre système social, le soutien à notre hôpital et aux professionnels de santé pour un meilleur accès à la santé, la protection des plus fragiles, tout cela en veillant à préserver nos finances publiques. Pour avoir trouvé cet équilibre, je veux redire sur ce texte mes remerciements sincères à votre président de commission, Frédéric Valletoux, et à votre rapporteur, Yannick Deder. Et aussi, je le redis, parce que vous avez travaillé ensemble dans la Haute Assemblée au président Philippe Mouillet et à la rapporteure générale Elisabeth Doineau. Donc, tu captes des lèvres, il inspire de l'air à chaque phrase, ensuite tu pètes un câble. En tout cas, tu nous l'as dit. Gouvernement qui ont travaillé avec vous sur ce texte, et en particulier Laurent Saint-Martin. Ah putain, il y a Aurore, putain de berger. Attendez, parce que je vais en citer d'autres ministres qui le méritent et qui méritent vos applaudissements. Naturellement, Nathalie Delattre, la ministre des Relations avec le Parlement. Il est vraiment en train de faire le départ avant le départ, lui. Dariussecq, la ministre de la Santé, le ministre des Solidarités, Paul Christophe, et la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. Voilà. Pour ne citer que ceux qui ont été mobilisés jours et nuits avec vous pour travailler sur ce compromis. Est-ce qu'il a emmené une bouteille de Paquito ou de Champomy pour fêter ça? Qui a été de bout en bout solidaire. Ce texte qui représente à mes yeux, et je le dis sans prétention, je crois, un bon compromis, le meilleur compromis possible. Il est maintenant temps de le mettre en œuvre. C'est ce qui m'a conduit à engager la responsabilité du gouvernement. Plusieurs partis d'opposition ont donc choisi de déposer des motions de censure sur lesquelles vous êtes amenés à vous prononcer en toute connaissance de cause. Oui, je le dis à nouveau à Gabriel Attal, et je l'ai dit hier en répondant au président Chassaigne, tout n'est pas parfait dans ce budget. Je connais, pour beaucoup de raisons, les difficultés qui assaillent notre pays, les inquiétudes de beaucoup de territoires où des usines peuvent et vont fermer. J'ai redit la solidarité active du gouvernement et de tous les efforts qui sont conduits pour accompagner les hommes et les femmes et les territoires. Je sais les inquiétudes, sans parler de tout ce qui nous entoure, mesdames et messieurs, et que je recommande de ne pas sous-estimer, aussi bien la guerre en Ukraine que ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui peut se passer entre l'Amérique et la Chine. Ce dont je suis sûr, mesdames et messieurs, ce que je redis avec gravité devant vous, c'est que cette motion de censure, au moment où vous vous apprêtez sans doute, dans cette conjonction des contraires, à approuver, cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. Voilà ce dont je suis sûr. Moi, je suis du genre territoire aussi. Laurent Wauquiez, que je remercie sincèrement de son appui et de sa confiance, nous a invités, vous a invités à bien mesurer les conséquences de ce vote. Et c'est ce que je souhaite dire à mon tour, si vous me le permettez. J'entendais tout à l'heure le président Marc Fesneau citer un homme que j'ai toujours respecté depuis mon adolescence, Pierre Mendès France. Ah putain de merde. Aussi, oui. Merci Winnet pour le sub. Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Je recommande aussi, au moment de voter, que vous ayez cette phrase. Les gens de droite, ils adorent citer les gens de gauche morts. En tête. En cas de césure, les avancées du PLFSS que je viens de rappeler seraient abandonnées. Mais nous savons tous ici que les conséquences de ce vote vont bien au-delà de ce qui est contenu dans ce PLFSS, puisque l'action du gouvernement serait interrompue. Et je pense à tous les efforts que nous avons avec ténacité engagés
tout ce gouvernement depuis quelques 2 mois pour la sécurité, pour stopper l'immigration irrégulière, pour une écologie humaniste et concrète, pour l'éducation, pour encourager le bénévolat. Je pourrais citer chacun des ministres qui a été formidable de solidarité et de détermination. Ils ne m'en voudront pas de ne pas énumérer toutes les actions que nous avons engagées. Mais ce que je sais, mesdames et messieurs, après des mois de transition, l'été, beaucoup d'attentes, c'est que l'État s'est remis en route, l'État s'est remis en marche, que les fonctionnaires ont été motivés et déterminés dans l'action quotidienne sur des projets concrets que je vous avais indiqués ici même au moment de présenter la politique générale et la déclaration de politique générale. Une censure de gouvernement en ce mois de décembre signifierait que le budget de la nation ne pourrait vraisemblablement pas être adopté avant la fin de l'année, quelles que soient les lois d'urgence. Et cela aura de lourdes conséquences, de 3 ordres. D'abord, une perte de pouvoir d'achat pour les Français. Et nous avions fait le choix de protéger les Français qui travaillent. En l'absence de ce budget, le barème de l'impôt sur le revenu ne pourrait pas prendre en compte l'inflation. En conséquence, pour moi, encore une fois, c'est pas... Vous l'expliquerez. Nicolas Sanson a bien parlé. C'est vraiment faire peur. 18 millions de foyers verraient leur impôt augmenter, tandis que 380 000 foyers français supplémentaires seraient éligibles à l'impôt sur le revenu. Ensuite, des mesures très attendues ne trouveraient pas de financement. Nous avons fait le choix de donner des moyens pour la sécurité des Français, je viens de le rappeler. En l'absence de budget, il n'y aurait pas de recrutement de nouveaux policiers ou de nouveaux militaires. Nous avons voulu apporter une réponse sérieuse aux préoccupations des agriculteurs. Après une crise très grave que vous avez affrontée, Monsieur le Premier ministre Attal, avec Marc Fesneau l'année dernière. On rappelle qu'ils ont répondu à côté de la crise des agriculteurs. Tous les engagements, en ajouter d'autres par rapport aux maladies animales qui se sont multipliées, au dérèglement climatique, trop de pluie ou trop de sécheresse ici. Nous avons voulu apporter une réponse sérieuse aux préoccupations des agriculteurs qui savent que je les respecte et qu'ils peuvent compter sur moi et sur la ministre de l'Agriculture. La France en a besoin parce qu'ils ont aussi une activité vitale, celle d'assurer l'alimentation et la souveraineté alimentaire. En l'absence de budget, des mesures attendues, très attendues pour leur retraite et leur cotisation sociale ne seraient pas financées. Et puisque j'évoque l'agriculture, je veux redire à cette tribune et à la place où je me trouve encore mon opposition formelle au traité de commerce avec le Mercosur. Nous avons fait du logement une priorité pour réutiliser, relancer un des rares vecteurs de croissance que nous pouvons utiliser dans l'immédiat. Et c'est un impératif pour l'ensemble des Français. En l'absence de budget, il n'y aurait pas d'élargissement du prêt à taux zéro sur tout le territoire pour relancer le secteur de logement. Enfin, mesdames et messieurs les députés, en l'absence de budget, on créerait de l'incertitude et des risques pour les entreprises et les ménages. Cela se traduirait par une nouvelle augmentation des taux d'intérêt payés par la France. Et Monsieur Ciotti, vous pouvez dire le contraire, vous verrez ce qui va se passer, et qui sont, depuis les menaces de censure, supérieurs à ceux de la Grèce. Ce sont des décisions d'embauche. Ce sont des décisions d'embauche et d'investissement qui ne seraient pas prises, des investissements qui ne seraient pas payés, qui coûteraient plus cher. Et c'est à la fin la compétitivité de notre pays, pour lequel beaucoup a été fait depuis 7 ans, qui en souffrirait. Voilà, vu la gueule du PTZ, j'ai pas pu, on a fait ça. Le 1er octobre dernier, il y a tout juste 9 semaines, je me tiens devant vous pour vous dire que les Français ne nous pardonneraient pas l'immobilisme, que notre République est fragile, que l'Europe, l'union des Européens est nécessaire et que nos citoyens, nos compatriotes nous demandent de dépasser nos divisions pour agir dans l'intérêt supérieur du pays, comme d'ailleurs
je le recite, Marc Fesneau l'a rappelé. Avec toutes les difficultés que cette tâche implique depuis, j'ai été et je suis fier d'agir pour construire plutôt que pour détruire. Et d'avoir été pendant cette période à l'écoute de tous ceux qui m'ont dit être de bonne volonté pour le bien du pays. Mesdames et messieurs les députés, je ne me résous pas à l'idée que la déstabilisation institutionnelle puisse être l'objectif qui rassemblerait ici une majorité des députés. Au moment où notre pays traverse une crise profonde, morale, économique, financière et civique. Je sais pouvoir compter sur les membres des groupes du socle parlementaire, et chacun de ses présidents s'est exprimé, qui ont accompagné l'action et qui accompagnent l'action du gouvernement depuis 3 mois, sur d'autres députés aussi indépendants ou non inscrits, le groupe LIOT, comme Charles de Courson l'a rappelé. Je m'adresse aussi au groupe d'opposition, que j'ai toujours respecté, n'en déplaise à certains qui l'ont dit le contraire tout à l'heure, dont je respecte les membres et dont je respecte les électeurs. Chacun de vos électeurs, je puis... On a compris, les 11 millions de Marine Le Pen. C'est l'occasion pour, peut-être la dernière aussi, Madame la Présidente, c'est votre choix d'ailleurs, pour vous remercier, Madame la Présidente, de votre attention et de la qualité de notre dialogue tout au long de ces 2 mois ou 3 mois, ainsi que l'ensemble des services de l'Assemblée nationale. Et au moment de laisser la place à ce vote grave et important, dont j'espère que chacun mesure bien la portée, j'ai en mémoire, permettez-moi cette citation, des mots de Saint-Exupéry qui écrivait « Chacun est responsable de tous, chacun est seul responsable, chacun est seul responsable de tous ». En tant qu'élu de la nation, chacune et chacun d'entre vous devra faire un choix en conscience, celui de voter ou de ne pas voter cette motion de censure et de renverser ou de ne pas renverser le gouvernement avec toutes les conséquences que j'ai tenté de décrire. Cette décision, mesdames et messieurs, sera la somme de vos choix individuels. Des choix individuels. Normalement, les derniers condamnés, ils n'avaient qu'une feuille pour écrire leur lettre, non ? Devant la nation. Oui, on a combien ? Car c'est l'avenir des Français que vous tenez entre vos mains. Ne nous trompons pas d'enjeu. Ce qui se décide en cette fin d'après-midi, dans cet hémicycle, ce n'est certainement pas l'issue d'un bras de fer entre l'une ou l'autre des formations politiques et le Premier ministre. Ce n'est pas non plus le sort du Premier ministre. Je n'ai pas peur, rassurez-vous, Monsieur Sansu. Hein ? Je n'ai pas peur. J'ai rarement eu peur dans mon engagement politique. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité collective à faire des pas les uns vers les autres, à dépasser les tensions et les clivages qui font tant de mal à notre pays, à avoir comme seule boussole l'intérêt général. Ce qui devrait nous rassembler, c'est la politique, au sens où je l'entends, qui consiste à créer du progrès collectif, parfois de petits progrès, parfois de grands progrès. Marxiste pour le Premier ministre. Et la stabilité dont les citoyens, les entreprises, les acteurs sociaux et économiques ont tant besoin et ont tant envie. J'hésite à prendre des anxiolytiques aujourd'hui pour me calmer. Lui, il me calme. De mon côté, et si vous le décidez, je resterai pleinement mobilisé et prêt à travailler avec toutes les volontés constructives de cette Assemblée pour donner un budget à notre pays et pour certainement utiliser les 6 mois, disons les 6 mois qui sont devant nous, pour créer un nouvel élan pour la France, créer du progrès, améliorer la vie des Français. Monsieur le Président Coquerel, tout à l'heure, vous avez choisi d'évoquer un homme que votre parti a toujours combattu, la grande figure de Georges Pompidou, qu'a cité Laurent Wauquiez aussi. Il est tombé en effet comme Premier ministre en 1962, sous le coup d'une censure. J'ai le souvenir d'un conseil que c'est comme ça. Que j'ai toujours après, il va être ministre démissionnaire. Recommandé. Dans son livre de Neugordien, Georges Pompidou écrivait qu'il fallait en toutes circonstances rechercher à préserver la morale de l'action.
la morale collective. Où est, Monsieur le Président Vallaud, la morale? Où est l'action? Lorsque, comme le disait Nota Bene dans les grandes batailles de l'histoire, il y a moins de 3 mois, au lendemain de ma nomination, je vous ai appelé et que vous m'avez dit qu'en toutes circonstances, et avant même que j'ouvre la bouche, avant même que je présente le programme du gouvernement, avant même que je forme le gouvernement, vous me disiez « nous allons voter la censure ». C'est plutôt une bonne chose, ça. Merci de nous le rappeler. Merci de nous le rappeler, ça me rassure. Madame la Présidente... Comme le disait Loana dans le deuxième prime du Loft. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, nous voilà... Comme le disait Félicien, Cum Cum Mania. Vous voilà rendus à ce moment de vérité. Vous me permettrez enfin, pour terminer, de vous dire plus personnellement, à cet instant, que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Comme le disait Régé le Gorilla en 2017. Au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Merci, Monsieur le Premier ministre. Hey. Pourquoi tout le monde se met debout pour l'applaudir? Ah ben ouais. On ne trouve que des qualités aux morts. Hein. Eh oui. Alors... Je suis pas sûr qu'ils aient déjà voté, non. J'en sais rien. Le vote, ça va me prendre 2 heures, 1h30. Putain de merde, Yael Braun-Pivet, qu'est-ce que je la déteste. Qu'est-ce que je la déteste. C'est pas elle qui avait été avec Eric Ciotti en Palestine, là? S'il vous plaît, la discussion commune est close. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure déposée par Mme Panot, M. Vallaud, Mme Chatelain, M. Chassaigne et 181 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va donc être ouvert pour une durée de 45 minutes. Il sera donc clos à 20h15. 20h20. La séance est suspendue.